le clairon. Alors, tout de suite, on va avoir, on va parler du clairon, qui sera le No Twitter Day avec Musk et les fact-checkers. On va parler d'un combat gagné d'avance. Plus tard, on aura à la volée en Israël-Palestine. Et si ce n'était pas notre guerre, ce sera une interview passionnante avec Édouard Husson. En attendant, merci d'être ici, merci d'être toujours plus nombreux. On vous invite à partager, à mettre des pouces en l'air pour faire monter la vidéo. Et tout de suite, on va écouter donc le clairon avec Fabrice Epelboin, excusez-moi, qui va nous donner son éclairage sur le sujet No Twitter Day, Musk vs fact-checker. Est-ce un combat gagné d'avance? Alors on résume l'actualité. On a un collectif qui appelle dans une tribune publiée par Le Monde à boycotter Twitter le 27 octobre. C'est ce qu'on peut lire dans la presse. Le 27 octobre, donc, c'est le jour anniversaire de la date de rachat de Twitter par Elon Musk. C'est une date symbolique, donc, destinée à lutter contre le flot de désinformation visible sur le réseau social. Des spécialistes de la lutte contre la désinformation, peut-on lire encore, réunis en collectif, appellent à la grève du tweet, rien que ça, pour protester contre les dérives de la plateforme. Derrière ce collectif, Rudi Reichstadt, Julien Pain et Tristan Mendes France, pardon. Écoutez Rudi Reichstadt, c'était hier sur France Inter. Moi, je ne pense pas que ce soit une fatalité d'avoir à quitter Twitter. C'est dommage que Twitter soit devenu ce qu'il est devenu. Ce serait dommage que ça n'évolue pas mieux. Je pense que nous, en tant qu'utilisateurs, nous avons un pouvoir dans cette histoire-là parce que c'est nous qui faisons Twitter. C'est ceux qui participent, en fait, Alors, qui font la richesse de vous lancez Twitter. une idée, vous, Rudi Reichstadt. L'idée, c'est d'envoyer un message à tout le monde, aux utilisateurs, et puis à la direction de Twitter, d'une journée sans Twitter, qu'on ferait le 27 octobre, c'est-à-dire le premier anniversaire de vous, Léa Salamé, enfin, pas votre premier anniversaire, mais le jour de votre anniversaire, mais surtout l'anniversaire de la prise de contrêle de la plateforme par Elon Musk. Et l'idée, c'est quoi, donc? L'idée, c'est de dire, on ne tweete pas ce jour-là, on ne se connecte pas à la plateforme, on se retrouve mais ailleurs, sur d'autres plateformes, pour voir qu'il est possible de se rencontrer, d'échanger ailleurs aussi. Il n'y a pas de fatalité à ce que Twitter devienne ce qu'il est en train de devenir, ce qu'il est devenu depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, donc il n'y a pas de fatalité à ce que Twitter devienne ce qu'il est en train de devenir et ce qu'il devienne ce qu'il est ce qui est devenu depuis plusieurs mois. Alors à ce sujet, on va recevoir Fabrice Epelboin. Fabrice Epelboin, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes professeur au CELSA, vous êtes entrepreneur, spécialiste des réseaux sociaux et vous étiez déjà venu. Alors c'est spécialiste de la lutte contre la désinformation. Bonjour Fabrice Epelboin. D'abord. Ces spécialistes de la lutte contre la désinformation, ce sont les fact-checkers. Qui sont ces fact-checkers, Fabrice Epelboin? C'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est un petit écosystème qui s'est installé dans un premier temps à travers des journalistes dans des sections spécialisées des médias. Ensuite, avec les fameux Rudi et Tristan que vous avez évoqués, Julien Pain, qui eux sont connus comme le loup blanc. Et puis, ce petit écosystème est devenu une très grosse partie de la presse parce que typiquement Libération, l'essentiel de leur visite se fait sur cette section de fact-checking et c'est en quelques années devenu un très gros morceau de la presse. C'est pour ça qu'ils sont très inquiets de ce qui se passe sur Twitter aujourd'hui à de multiples titres. Alors justement, ces fact-checkers, ils ont été très critiqués pour leur traitement de l'information. L'information, que dis-je, la vérité, lors de la crise Covid. Fabrice Epelboin, on vous avait déjà reçu dans la matinale Toxin. On avait parlé du clash entre Elon Musk et le patron de Twitter, Thierry Breton. Thierry Breton, donc on le rappelle, c'est le commissaire européen qui avait essayé de dompter Twitter et plus largement les réseaux sociaux par le DSA. Ça ressemble à une cabale engagée contre Twitter, voire peut-être même un appel à l'aide. Fabrice Epelboin, peuvent-ils gagner cette bataille? L'Europe peut gagner cette bataille. Ce qu'on voit là à travers cette tentative de boycott, c'est plus une piqûre de rappel faite à l'intention de Thierry Breton de façon à renforcer le bras de fer qu'il est en train de mener vis-à-vis de Twitter. Et puis c'est aussi
une forme de désespoir parce que la première chose qu'a vraiment mis en place Twitter, enfin Twitter a mis en place beaucoup de choses depuis l'arrivée d'Elon Musk, mais l'une des choses les plus spectaculaires qu'il ait mis en place, ce sont les community notes qui consistent ni plus ni moins que de remplacer le fact-checking. Et il faut reconnaître que ça a un immense avantage sur les fact-checkers, c'est que les fact-checkers, vous les comptez sur les doigts de la main, alors que les community notes font appel à la foule et qu'elle est capable de démultiplier ses efforts en cas de crise. Du coup, en cas de crise, c'est un euphémisme, mais c'est un peu ce qu'on traverse, on est capable de produire des milliers et des milliers de community notes, là où les services de fact-checking, forcément, sont limités par les ressources humaines. Évidemment. Alors c'est un petit peu finalement la vérité verticale qui serait imposée, ou en tout cas qui émanerait du haut. Alors que je dis la vérité, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, c'est Oui. la vérité, on s'est compris, officielle, défendue. VS entre guillemets la vérité peut-être plus horizontale, voire même plus démocratique. Alors, démocratique, non. Ça n'est pas démocratique. Une démocratie, c'est un homme, une voix, et c'est pas du tout comme ça que fonctionne Community Notes. Typiquement, Community Notes, si vous avez un avis partial et que vous avez une activité militante à travers l'évaluation que vous donnez des notes, votre voix n'aura plus aucun poids. Dans une démocratie, ça ne marche pas comme ça, et Dieu merci. Donc, ça n'a absolument rien de démocratique. Par contre, c'est horizontal, ça fait appel à la foule, là où le système de fact-checking, finalement, perpétue un rapport aux faits et à la vérité qui est hérité du XXe siècle, qui est hérité des médias, c'est-à-dire une vision très très verticale d'une autorité supérieure qui donne à la foule ce qu'elle a le droit de penser, ce qu'il ne faut pas penser, ce qui est vrai, ce qui est faux. Or, le problème, c'est que le système est effectivement défaillant. Il est défaillant parce qu'il a traversé des crises qu'il n'a pas su gérer, et il faut être honnête, personne n'a su les gérer, que ce soit les Chinois, les Français ou les Américains, ça a été un fiasco absolument partout. Et le système horizontal initié par Twitter, pour l'instant, donne des résultats qui sont pas si mauvais que ça. Il y a effectivement des dérives, mais j'en ai compté quelques-unes sur les doigts de la main, sur des dizaines de milliers de notes qui ont été apposées à des tweets. Donc pour l'instant, à défaut d'être parfait, il s'améliore de jour en jour, l'algorithme change régulièrement, et comme l'algorithme est public, on peut le consulter, on peut comprendre comment fonctionne typiquement ce système qui permet de ne pas prendre en compte des évaluations émanant de militants sur des notes, de façon à éviter les dérives militantes qui consistent à dire que tel acteur politique a toujours raison, tel autre a toujours tort. Ça, petit à petit, au fil des différentes versions de Community Notes, Twitter a réussi à ne pas prendre en compte ces avis-là pour avoir des avis de gens qui sont plus impartiaux et moins militants, ce qui améliore considérablement le système. On ne peut pas dire que ce soit le cas des fact-checkers. Les fact-checkers sont à peu près tous dans un même camp politique. Quand ce camp a un rapport au fait qui est rationnel, ça marche bien. Quand ce camp a un rapport au fait qui est biaisé du fait d'un militantisme, ça dérive. Et donc, pour l'instant, il semblerait quand même que les community notes soient plus impartiels, à défaut d'être démocratiques. Ouais. Alors effectivement, cette transparence, vous nous en aviez parlé, qui est celle qui est revendiquée par Elon Musk dans la gestion de Twitter. Donc effectivement, on a d'un côté ces community notes, cette vérité, disons, qui va être, cette version de la vérité, cette défense de la vérité, qui va être horizontale. D'un autre côté, l'info est déjà relayée par tous les grands médias. Hein, ils sont déjà soutenus par tous les grands médias. Il y a déjà Radio France, Le Parisien, Le Point, Les Inrocks. Bon, ça fait la une de la presse, et de toute manière, les fact-checkers ont derrière eux le pouvoir médiatique et aussi le pouvoir politique. On en parlait avec l'Europe. Est-ce que c'est un combat qu'on va gagner d'avance? Et puis, Pas nécessairement. On est certes avec un système intégré qu'on appelle depuis Édouard Bernays le système politico-médiatique, dont les fact-checkers sont une émanation, qui est face à quand même l'équivalent d'un GAFAM. Même si Twitter ne fait pas officiellement partie des GAFAM, on est face à des gens qui ont un pouvoir qui est considérable. Elon Musk, sans Elon Musk, il n'y a pas de guerre en Ukraine, il n'y a pas de Starlink. Donc on est face à des acteurs qui, chacun à leur façon, ont un pouvoir politique colossal, absolument colossal.
prédire l'issue de tout ça, ça va jouer en grande partie devant la justice. Or, à ce stade, Thierry Breton s'est un peu emballé dans ses récriminations vis-à-vis des réseaux sociaux. Ça va jouer avec une évaluation impartiale des faits, mais c'est très compliqué. D'abord, avant tout, du fait d'Elon Musk. Elon Musk a restreint considérablement l'accès aux API, ce qui fait que faire des études sur ce qui se passe sur Twitter est très complexe. Et du coup, les études qu'on voit sortir sont complètement partiales et totalement biaisées. En partie parce qu'elles sont pensées pour ça, en partie parce que les chercheurs n'ont plus accès aux données de Twitter et du coup sont obligés d'improviser des méthodologies qui sont forcément bancales. Donc on est un peu dans le brouillard et là, pour le coup, il faut reconnaître que c'est la faute de Twitter. La restriction des API avait un intérêt pour limiter l'accès des bots à la plateforme, mais on aurait tout à fait pu imaginer que Twitter donne des accès gratuits à des institutions de recherche. Ça n'a pas été fait. Là-dessus, il y a vraiment une faute à souligner de la part de Twitter. Donc, on navigue entre des fake news qui sont partout, absolument partout. Rappelons quand même que dans cette séquence, en l'espace de 15 jours, on a vu des fake news publiées à la une du New York Times, du Monde, de Libération, mais aussi propulsées par Amnesty International ou Médecins Sans Frontières. Donc, on est envahi de fake news, que ce soit sur Twitter ou ailleurs. Il y en a énormément sur Twitter. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être en mesure de lutter contre ces fake news, d'où qu'elles viennent des plus prestigieux médias de la planète ou d'un obscur abruti quelque part sur Twitter qui a réussi à la faire buzzer, et de les contrecarrer le plus vite possible. On a vu typiquement cette fake news sur le bombardement, le soi-disant bombardement d'un hôpital à Gaza par l'armée israélienne. Elle a eu des effets immédiats, notamment dans le monde arabe, à travers une destruction d'une synagogue en Tunisie et quelques émeutes à droite à gauche. Là, il faut qu'on soit en mesure de disposer de quelque chose qui soit à la fois crédible par l'ensemble des lecteurs de Twitter, c'est-à-dire pas le système de fact-checking à l'heure actuelle qui n'a absolument aucun impact sur les militants, vu qu'il est lui-même militant, et qui soit très rapide, extrêmement rapide. Donc, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose de très crédible et très rapide. Pour l'instant, Twitter fait la course en tête dans ses solutions au fact-checking. Évidemment. Après, la problématique qu'on a, c'est que le but du jeu, pour beaucoup, ça n'est pas de distinguer la vérité de ce qui est faux, c'est d'imposer une lecture des faits. Et ça, évidemment, ça n'est pas possible à travers un système collaboratif. Évidemment. Et d'ailleurs, vous nous parliez de cette frappe d'hôpital. Bon, ça, c'est toujours compliqué parce que c'est la guerre des images, c'est la guerre de la communication, c'est la guerre du discours. Et du coup, comme on disait, l'interprétation qu'il va y avoir derrière est déterminante et relève d'enjeux particulièrement important. Vous nous disiez effectivement que donc c'est d'ailleurs ce qui est accusé par ce collectif, que les fake news étaient de plus en plus nombreuses, mais que justement les grands médias ne passent pas à travers les mailles de ces fake news. Vraiment pas. Ils sont même au premier rang. C'est ahurissant de voir à quel point des médias, le New York Times, la BBC, Le Monde, c'est pas n'importe quoi comme médias. Tous sont tombés dans le panneau et on a envie de dire que c'est plus que tomber dans le panneau. Quand on reprend sans remettre en question la communication d'une organisation terroriste, on peut quand même se demander qu'est-ce qui se passe dans ces grands médias qui, quand même, ont marqué l'histoire du XXe siècle par leur sérieux et leur probité. Oui, et finalement, ces grands médias, c'est un peu le camp du collectif, donc de Rudi Reichstadt. D'ailleurs, il y a une question, moi, que je me pose. On se souvient, il me semble que Rudi Reichstadt avait été mis en cause dans le fonds Marianne. Le fonds Marianne, on le rappelle, qui avait été lancé donc au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty par Marlène Schiappa, pour lutter contre la radicalisation en ligne. Le boulot n'avait jamais été fait et au contraire, on avait même accusé, donc, on soupçonne la Rudi Reichstadt d'avoir même fait au contraire un peu la communication du gouvernement dans des situations de crise, comme par exemple de la gestion de Covid. Ou en tout cas d'avoir fait de la propagande pour le gouvernement dans la campagne. Le Covid, c'était pas. Soyons sérieux. Rudi Reichstadt a répondu avec Conspiracy Watch à un appel d'offres qui était flou, assez large, et il a fourni de quoi justifier la réponse à cet appel d'offres.
pour avoir dirigé des entreprises qui répondent à tels appels d'offres, ces appels d'offres sont par nature flous. La norme, c'est le copinage. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on a soi-disant découvert dans le fonds Marianne concernant Rudi Reichstadt. Il y a d'autres choses qui sont très, très discutables dans l'affaire du fonds Marianne, voire totalement scandaleuses. Dans la partie qui concerne Rudi Reichstadt, j'ai envie de vous dire que si vous avez l'habitude de répondre à des appels d'offres, c'est la norme. Ça peut vous paraître choquant, mais sincèrement, pour les gens qui répondent à de tels appels d'offres, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de si scandaleux que ça. Si vous voulez chercher des scandales du côté de Rudi Reichstadt, vous perdez votre temps avec le fonds Marianne. Il y a certainement d'autres choses à trouver. Mais alors pourtant, c'est quand même surprenant. Il y a quand même des éléments troublants. Il n'y a pas eu, enfin, dans la manière dont ces fonds ont été attribués et le travail qui. Oui, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Ok. Ça n'a rien de spécifique au fonds Marianne. Tous les fonds d'État, la plupart des appels d'offres de l'État sont distribués aux copains. C'est comme ça que ça marche. Il faut se réveiller et ça marche depuis très, 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 très longtemps. Oui, mais c'est vrai que je suis entrepreneur depuis les années 90. Ça marchait comme ça quand j'ai commencé et que j'avais une vingtaine d'années. Ouais, j'en ai plus de 50. Cela dit, c'est vrai que même il y a même au moment de la Troisième République, on écrivait déjà, je crois, des livres sur la République des copains pour dénoncer un petit peu ce. C'est la nature c'est vraiment même pas spécifique à Macron. Ça marchait comme ça sous Mitterrand. Ça marchait comme ça certainement avant. J'étais pas entrepreneur avant, donc je ne connaissais pas ces systèmes-là. Là-dessus, on monte quelque chose qui peut être éventuellement choquant pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ces systèmes et de cette façon dont l'État distribue notre argent. Mais malheureusement, c'est la norme. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le volet Rudi Reichstadt du fonds Marianne. C'est objectivement une fausse piste. Si vous cherchez des noises à Rudi Reichstadt, c'est une fausse piste. Non, mais je ne cherche pas de noises à Rudi Reichstadt, mais c'est seulement qu'il devait lutter contre la radicalisation terroriste. Et il me semble pas que les fonds qui lui étaient. L'appel d'offres était plus large que ça, beaucoup plus large que ça. Ah, oui. Je comprends votre volonté de lutter contre cette vision très très verticale d'imposer une vérité. Évidemment, passer l'épisode Covid, alors surtout maintenant qu'on a les confessions dans l'ancienne ministre de la Santé qui clairement montrent qu'il y a une énorme manipulation, je comprends parfaitement que tout le monde se dresse contre ces ayatollahs de la vérité, mais c'est pas à travers le fonds Marianne que vous allez pouvoir trouver quoi que ce soit sur celui-là. Il y en a d'autres dans le fonds Marianne où effectivement l'attribution des fonds et leurs dépenses est hautement discutable. Mais dans ce volet-là, c'est pas une bonne piste. Non, en tout cas, du coup, donc on peut faire confiance alors aux fact-checkers pour cette défense de la vérité. En aucun cas. Un système vertical militant dirigé par des journalistes qui sont des militants, qui sont orientés politiques, va forcément, nécessairement, vous donner une réponse biaisée. C'est inévitable. L'approche collaborative marche beaucoup mieux. On l'a vu avec Wikipédia, même si Wikipédia lui aussi connaît des dérives. C'est beaucoup plus efficace qu'une approche verticale et centralisée. Là-dessus, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit les community notes de Twitter ou d'autres systèmes qui viendront par la suite. Il y a en France quelque chose qui s'appelle Captain Fact, qui existe depuis belle lurette et qui fonctionne aussi sur un mode collaboratif. C'est plus efficace qu'une autorité centrale, qu'un journaliste dans un coin, qui lui-même travaille pour un média qui est clairement orienté politiquement et qui va vous expliquer ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. C'est quelque chose qui est démontré depuis plus de 20 ans sur Internet, en grande partie grâce à Wikipédia. Une foule vous donnera quelque chose de beaucoup plus correct qu'un individu, aussi expert soit-il. Pour ceux qui veulent faire un peu d'épistémologie, je vous renvoie vers Francis Galton, qui a plus d'un siècle montré que la moyenne des opinions d'une foule était beaucoup plus précise que l'avis du plus grand expert. Évidemment, sûrement que, comme vous le disiez, donc ce système collaboratif donc permet d'avoir une approche un petit peu plus vaste et plus nuancée. Merci, on suivra. Merci beaucoup, Fabrice Epelboin. On suivra ça avec intérêt. Donc le 27 octobre, on va voir si cette grève est massivement suivie ou si au contraire c'est
les soutiens d'Elon Musk qui est d'ailleurs très populaire, hein, en particulier chez les utilisateurs de Twitter. Et Elon Musk veut la peau des médias. Si vous regardez la popularité des médias, que ce soit en France ou aux États-Unis, la confiance que les utilisateurs accordent aux médias est de l'ordre de 20% en France ou aux États-Unis. C'est les chiffres de Reuters. Donc c'est une bataille qui, dans l'opinion, est perdue d'avance pour les médias. Ça, c'est évident, et Elon Musk le sait très bien. Le problème, c'est que la bataille, elle se joue au niveau de l'Europe avec la loi. Et là, c'est moins évident. Oui, évidemment. Bon, alors on suivra tout ça, donc en tout cas avec intérêt le 27 octobre. Merci Fabrice Epelboin. Merci beaucoup pour votre intervention chez Toxin.